Dans moins de 8 semaines, l'une des plus grandes puissances mondiales pourrait ne plus exister telle que vous la connaissez. 8 semaines. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe de laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de divertissement, on ne va pas parler de buzz. On va parler de ce qui se passe vraiment dans ce monde. Pendant qu'on regarde nos téléphones, en attendant les derniers potins, il y a des choses énormes qui se déroulent sous nos yeux. Et ces choses, elles nous concernent directement, nous les Africains. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses principales. Premièrement, l'Iran qui s'effondre sous un blocus naval américain. Deuxièmement, la Russie qui court partout et qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Et troisièmement, et c'est là où ça nous touche directement, ce que tout ça veut dire pour nous tous. Restez jusqu'à la fin parce que les dernières minutes de cette vidéo, c'est peut-être les plus importantes que vous entendrez la semaine. Depuis des décennies, la République islamique d'Iran répétait à qui voulait l'entendre: nous n'avons besoin de personne, nous suffirons à nous-mêmes. C'était leur doctrine officielle, l'autosuffisance, l'économie de résistance. En clair, on peut survivre seul contre le monde entier. Et il faut admettre une chose, pendant longtemps, ça a marché, malgré les sanctions, malgré les pressions, malgré une partie de leur propre population qui ne les aimait pas, ils tenaient. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et ce quelque chose, c'est un blocus naval américain qui étrangle littéralement le... Qu'est-ce qu'un blocus naval? C'est simple. Imaginez qu'on ferme toutes les portes autour de votre maison. Rien ne sort, rien n'entre. Vous ne pouvez plus vendre ce que vous produisez. Vous ne pouvez plus acheter ce dont vous avez besoin. C'est exactement ce qui se passe avec l'Iran depuis plusieurs semaines. Les navires iraniens peuvent charger leur pétrole dans les ports. Ils peuvent traverser le détroit d'Ormuz. Mais une fois dans le golfe d'Oman, la marine américaine les bloque. Message radio clair: faites demi-tour ou subissez les conséquences. Et les capitaines font demi-tour. Résultat, des dizaines de pétroliers chargés de pétrole restent coincés dans les eaux iraniennes comme des voitures bloquées dans un embouteillage sans fin. Et là, c'est catastrophique pour l'Iran pour 2 raisons. D'abord, il n'y a plus de revenus qui rentrent. L'économie iranienne dépend énormément de l'exportation du pétrole. Ces exportations sont maintenant paralysées. Ensuite, les importations sont aussi bloquées. Et vous savez quoi? Une grande partie de la nourriture que mangent les Iraniens vient de l'étranger. Ces importations n'arrivent plus non plus. Les données de satellites montrent que les ports iraniens commencent à être saturés. Et selon des experts spécialisés dans les données énergétiques, l'Iran ne disposerait que de 12 à 22 jours de capacité de stockage pétrolier encore disponible. En clair, dans moins d'1 mois, la situation devient encore plus critique. Mais ce n'est pas tout. Internet en Iran est coupé depuis plus de 2 mois. Oui, vous avez bien entendu, plus de 90 millions de personnes n'ont plus accès à Internet. Et selon les responsables iraniens eux-mêmes, cette coupure a déjà rendu 20% de la main-d'œuvre inactive. 2 millions de personnes supplémentaires risquent de perdre leur travail à cause de ça. Le régime a coupé Internet non pas pour protéger le pays d'un ennemi extérieur, mais pour empêcher sa propre population de communiquer entre elles, parce qu'il a peur de son propre peuple. Alors, qu'est-ce que l'Iran a fait face à cette situation? Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Moscou, en Russie, pour demander de l'aide à Vladimir Poutine. Et là, voilà ce qui est intéressant géopolitiquement. Avant même que la réunion commence, les diplomates iraniens ont tenu à préciser publiquement: nous ne venons pas mendier. Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un dit ça avant même qu'on lui ait posé la question, ça veut dire que c'est exactement ce qu'il fait. Parce qu'en politique internationale, quand tu commences une visite officielle en niant quelque chose que personne n'a encore dit, c'est que tu es justement dans cette situation. Les Iraniens sont en position de faiblesse et tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que la Russie peut vraiment aider? La réponse honnête, pas en tant que l'Iran l'espère. Pourquoi? Parce que la Russie est elle-même engagée dans une guerre en Ukraine qui lui coûte énormément. Poutine a du mal à protéger ses propres raffineries de pétrole sur son territoire. Il combat sur un front difficile en Ukraine. Il a ses propres problèmes économiques à gérer. Oui, la Russie a aidé l'Iran. Il y a des indices sérieux montrant que des satellites russes ont suivi des bases américaines et que ces données ont aidé les Iraniens à mieux cibler leurs drones et missiles. Mais ça, c'est le maximum de ce que Moscou peut offrir en ce moment. Une aide militaire indirecte, pas une transformation économique, pas un sauvetage complet. L'Iran le sait. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est l'Iran qui a aidé massivement la Russie quand cette dernière a envahi l'Ukraine. L'Iran a fourni des drones Shahed, des missiles balistiques et même envoyé des ingénieurs construire des usines de drones en Russie. Maintenant que c'est l'Iran qui a besoin d'aide, la Russie ne peut pas rendre l'appareil à la même hauteur. C'est ça la réalité brutale des alliances en géopolitique. Chacun fait ce qu'il peut, pas ce qu'il promet. La réunion de 2 heures à Saint-Pétersbourg reste mystérieuse. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit derrière ces portes closes. Mais le chef des services de sécurité russe participait aussi à la réunion. Ce détail n'est pas anodin. Ça laisse penser que les discussions ont peut-être porté sur des scénarios militaires futurs, sur ce qui se passerait si la guerre reprenait de plus belle. Il y a une autre question qui plane sur tout ça et dont on ne peut pas parler assez. Qui gouverne vraiment l'Iran en ce moment? Le guide suprême iranien, l'homme le plus puissant du pays, aurait été blessé lors des frappes récentes. La position officielle de terrain dit qu'il est vivant blessé. Les Américains disent avoir des indices qu'il est
maintien en vie, mais sans certitude absolue. Et puis, il y a ce détail troublant. Lors d'un événement des gardiens de la révolution dans une grande ville iranienne, le portrait du guide suprême a été affiché sur une fresque commémorative, une fresque dédiée aux morts de la guerre. Pourquoi afficher le portrait d'un homme censé être vivant parmi les martyrs morts? Et quand Poutine a rencontré le ministre iranien, il a dit: transmettez au guide suprême mes vœux de bonne santé pour son message. Pas un appel téléphonique, pas une vidéoconférence. Un message, n'importe qui aurait pu écrire ce message à sa place. Cette attitude qui gouverne vraiment l'Iran aujourd'hui complique énormément les négociations. Comment conclure un accord avec un pays quand on ne sait pas exactement qui a l'autorité réelle pour le signer et l'honorer? Mais vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais l'Iran c'est loin, la Russie c'est loin. En quoi est-ce que ça nous concerne, nous, en Afrique? Et c'est exactement là que je veux vous ouvrir les yeux. Parce que cette guerre, même si elle se passe à des milliers de kilomètres de nos côtes, elle a déjà des conséquences très concrètes sur nos vies quotidiennes. Ces conséquences vont s'aggraver si le conflit continue. La première conséquence, c'est le prix du pétrole et des matières premières. Le détroit d'Ormuz, c'est le passage obligé d'environ 20 à 25% de l'approvisionnement énergétique mondial. Quand ce détroit est bloqué, quand la tension monte dans cette zone, les prix du pétrole s'envolent sur les marchés internationaux. Et qui paie le prix fort en premier, ce sont nos pays africains. Nos économies importent carburant, des engrais, des produits manufacturés, dont les coûts de production et de transport sont directement liés au prix du pétrole. Quand le baril monte à Ormuz, le prix à la pompe monte à Dakar, à Abidjan, à Lagos, à Cotonou, à Kinshasa, à Lomé. C'est mécanique, c'est automatique. Et les populations les plus pauvres, celles qui vivent avec le strict minimum, ce sont elles qui souffrent le plus. La deuxième conséquence, c'est la sécurité alimentaire. L'Iran bloqué, ça veut dire que des routes maritimes mondiales sont perturbées. Les navires évitent certaines zones. Les assurances maritimes explosent. Le coût du transport de marchandises augmente. Et une grande partie des céréales que nous consommons plusieurs pays africains, notamment en Afrique de l'Est et du Nord, transitent par des routes qui longent cette zone de tension. L'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, mais aussi indirectement le Sahel via les chaînes d'approvisionnement régionales. Tous ces pays sont exposés à des perturbations d'importation de blé, de riz, d'huile, de tournesol. On a déjà vécu ça avec la guerre en Ukraine qui avait provoqué une crise alimentaire mondiale. Là, on risque de revivre quelque chose de similaire, en pire. Troisième conséquence, c'est l'affaiblissement du partenariat russe. Plusieurs pays africains, notamment au Sahel, ont choisi de se tourner vers la Russie comme partenaire sécuritaire. Mali, Burkina Faso, Niger, mais aussi la Centrafrique, la Libye, partiellement et d'autres encore. Ces pays comptent sur des équipements militaires russes, sur des instructeurs, sur des groupes militaires comme Africa Corps qui opèrent sur le sol. Or, une Russie épuisée par la guerre en Ukraine et par le soutien à l'Iran est une Russie avec moins de ressources, moins de matériel, moins de capacité à honorer ses engagements simultanément. Ce n'est pas une rupture immédiate, mais c'est un signal d'alerte, un partenariat affaibli. C'est un partenariat moins fiable sur le long terme. Et l'Afrique ne peut pas se permettre de construire sa sécurité sur des fondations fragiles. La quatrième conséquence, c'est la reconfiguration des alliances mondiales et la place de l'Afrique dedans. Cette guerre entre les États-Unis et l'Iran redessine les lignes. D'un côté, Washington et ses alliés occidentaux qui renforcent leur pression sur l'axe Iran-Russie-Chine. De l'autre côté, Moscou et Pékin qui cherchent à contrer cette pression en multipliant leurs partenariats alternatifs, notamment en Afrique. L'Afrique devient donc, qu'elle le veuille ou non, un terrain de compétition stratégique encore plus intense. Les grandes puissances vont intensifier leurs approches, leurs promesses, leurs investissements, mais aussi leurs pressions. Si l'Afrique n'est pas unie, si elle ne parle pas d'une seule voix, elle sera toujours le terrain de jeu des autres plutôt que l'acteur qui décide pour lui-même. Enfin, la cinquième conséquence, et peut-être la moins visible, mais la plus profonde, c'est ce que cette guerre nous enseigne sur la fragilité des grands empires. L'Iran, qui se croyait invincible, s'effondre sur un blocus de quelques semaines. La Russie, qui voulait redevenir une superpuissance mondiale, se retrouve épuisée sur plusieurs fronts simultanément. Même les États-Unis, qui imposent ce blocus avec leur marine, savent qu'ils ne peuvent pas maintenir cette pression indéfiniment sans conséquences économiques pour eux-mêmes. Ce que cette guerre nous montre, c'est qu'aucune puissance n'est éternelle et que les périodes de transition entre les empires sont toujours des moments dangereux, mais aussi des moments d'opportunité pour ceux qui savent regarder, comprendre et agir. Résumons un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. L'Iran est sous pression maximale. Un blocus naval américain paralyse son économie. Le pays ne peut ni exporter son pétrole, ni importer de la nourriture. Internet est payé pour plus de 90 millions de personnes. Le régime a peur de son propre peuple, une reprise des manifestations. Les estimations internes iraniennes disent que l'économie ne tiendrait pas plus de 6 à 8 semaines dans ces conditions. La Russie est un allié réel, mais limité. Elle est vivante comme elle peut, notamment en renseignement militaire. Mais elle est elle-même épuisée par la guerre en Ukraine et ne peut pas offrir le sauvetage que l'Iran espère. Pour l'Afrique, ça veut dire que nos partenariats actuels avec la Russie sont réels et fragiles. Ça veut dire que les perturbations mondiales ont toujours un coût pour nos économies. Et ça veut dire surtout que nous devons construire une souveraineté qui ne dépend ni de Moscou, ni de Washington, ni de Paris. Une souveraineté qui vient de nous. Partagez cette vidéo, pas pour moi, pour que vos proches, vos amis, vos familles comprennent le monde dans lequel nous vivons. La conscience est la première étape de la libération. On se retrouve très bientôt
pour la prochaine analyse. Prenez soin de vous et comme toujours, restez éveillés. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, merci de t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer la notification pour ne manquer rien de nos futurs décryptages.